Donc aujourd'hui, oui, mariage, union de fait, on entend souvent que c'est du pareil au même, c'est une question de choix, de couple, c'est personnel, c'est notre amour, on décide. C'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Dans le fond, on regarde notre entourage, juste ici, je crois pourrait y avoir des couples. Des fois, il y en a des couples qui sont plus traditionnels, d'autres moins. Il y en a qui sont un peu plus vieux, d'autres plus jeunes. Il y en a peut-être qui ont déjà des enfants, peut-être qu'il y en a qui projettent d'en avoir. Il y en a peut-être qui sont déjà mariés, il y en a d'autres qui veulent rien savoir. C'est bien correct. Je trouve ça beau, dans le fond, parce qu'on va se le dire, l'amour, les relations, ça fait partie de la vie. Parlant d'amour, à main levée, je me demande qui ici a déjà fait ou prévoit rédiger un contrat de vie commune? Tu représentes à peu près les statistiques. J'aurais le goût de vous demander, dans le fond, qui sait c'est quoi un contrat de vie commune, mais je vais vendre un peu le punch, dans le fond, c'est pas la même chose qu'un testament. J'ai le goût de vous demander aussi qui pourrait me dire précisément c'est quoi ce qui distingue, dans le fond, au niveau légal, d'un couple marié, d'un couple qui ne l'est pas. Tu as déjà passé par le processus. Fait qu'on voit qu'il n'y en a quand même pas beaucoup et la réponse, selon les études, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui est quand même un peu étonnant parce que c'est quelque chose qui a vraiment une très grande conséquence, notamment financière. Maintenant, avant de commencer, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Éric et Lola. Éric et Lola se rencontrent, ils décident de vivre au Québec. C'est très important, au Québec. Ils s'aiment, ils se font confiance, ils ont vraiment envie de se respecter, de fonder une famille. Ils auront 3 enfants. De façon assez traditionnelle, mais d'un commun accord, ils décident qu'Éric s'investit beaucoup dans son entreprise, puis Lola coordonne plus l'aspect, disons, domestique et familial. Avec le temps, le couple, après plusieurs années de vie commune, le couple décide de se séparer. Le couple, encore là, vit au Québec et ils ont décidé de ne pas se marier, de rester conjoints de fait. Selon la loi en vigueur au Québec, ce qui arrive, c'est que Éric va ressortir de cette séparation-là avec 3 beaux enfants, mais aussi avec une entreprise, avec une expérience professionnelle, un statut social, avec des économies, puis un régime de fonds de retraite. Selon la loi, toujours, Lola n'a droit à rien de ça. Elle repart avec ses 3 beaux enfants et elle n'a droit à aucun capitaux qui aurait pu être accumulé durant l'union commune. Ce jugement-là, en fait, pour ceux qui s'en souviennent, en fait, c'est que c'est une histoire qui c'est bien réelle là, au Québec, qui date des années 2000-2010. On en a beaucoup entendu parler, d'une part parce que à l'époque, OD n'existait pas, fait que ça faisait un peu office de télé-réalité. C'était un couple, Éric et Lola, c'est des noms fictifs, mais c'est un couple bien réel qui était très, très riche, très connu au Québec. Donc, on suivait ça avec intérêt. Mais c'est surtout parce que c'est venu réveiller des grands questionnements sur le droit de la famille au Québec. Et on s'est posé la question suite à ça. Il y a beaucoup d'études et de commissions qui ont été mandatées par le gouvernement pour se poser la question de est-ce que la loi, dans le fond, la législation, répond vraiment à la réalité québécoise d'aujourd'hui? Donc, selon les études, ce qu'on est allé chercher, premièrement, c'est que c'est un peu le portrait au Québec des gens qui vivent en couple, donc qu'ils soient mariés ou non. Ce qu'on remarque, c'est que le Canada est vraiment en tête de file, non seulement en Amérique du Nord, mais dans tout le G7, donc dans les grands pays développés. On compte 23% des couples qui s'y restent en union de fait versus les gens qui vont décider de se marier. Le Québec, quant à lui, c'est de sa faute si le Canada est en chef de file parce que c'est le Québec qui a 43% d'union de fait. On s'approche de la moitié des couples qui décident de ne pas se marier et donc qui ne sont pas protégés par la loi. Le Canada s'est pourtant adapté, donc dans leur législation, le common law qui est différent d'ici, la législation a reconnu les conjoints de fait. Au Québec, non. Suite au jugement de Éric et Lola, ce qui est arrivé, c'est que les juges ont fini par statuer, mais ça, jusqu'à la Cour suprême, ça l'a fait il y a eu vraiment beaucoup de débats et de questionnements, et à une très faible majorité, ils ont fini par conclure que ça respectait la loi. Par contre, cette loi-là, elle est discriminatoire et elle mérite d'être revisitée.
Donc, au Québec, bien, on en est encore là. Le jugement est sorti en 2013, mais on en est encore là, finalement. Donc, suite à toutes ces études, ces commissions-là qui ont été mandatées, beaucoup de questionnements, l'État s'est positionné, mais on a surtout découvert pourquoi c'était comme ça au Québec, dans le fond. On en arrive, premièrement, à ce qui oriente les choix. Bien, premièrement, les couples vont choisir le mariage ou l'union libre selon sa façon de percevoir l'engagement. Pour certains, ça peut être de vivre ensemble. Pour d'autres, ça va être de se marier. Pour d'autres, ça va être d'avoir un premier enfant. Ça peut être le bagage familial et culturel. Ça peut être, en fait, au Québec, c'est beaucoup un désir de désaffiliation de l'Église et de l'institution du mariage, donc tout ce que ça représente. Et très rarement, c'est pour des questions de protection légale. Il y a aussi le facteur humain. Merci aux sciences sociales de venir relativiser les chiffres. Ce qu'on remarque, c'est que dans le fond, on le sait, l'amour et l'argent, c'est un gros tabou dans les couples. On n'ose pas en parler, ça peut créer beaucoup de friction. Et c'est deux concepts qui sont très difficilement conciliables parce qu'il y en a un qui est très, très rationnel et calculateur, puis l'autre évoque beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont vraiment pas rationnelles dans le fond. Ça fait beaucoup appel à des biais cognitifs aussi. Dans la vie de tous les jours, on est influencé par toutes sortes de biais cognitifs, notamment celui qui fait en sorte qu'en bas, on a un chiffre, 1/3 de séparation, puis il y a même des chiffres qui vont jusqu'à un couple sur 2 qui finissent par se séparer. On le voit dans notre entourage, puis pourtant, on est toutes pareilles. On va toutes se dire « pas moi, moi ça m'arrivera pas ». Puis c'est à un tel point que même quand les gens vont aller en recomposition familiale, ils ont déjà vécu des séparations, des fois des séparations très difficiles, mais ils vont quand même répéter les mêmes schémas. C'est aussi parce que c'est très complexe. 50% des gens, tant mariés que non mariés, ne savent pas ce que ça implique. Il ne faut pas être surpris, dans le fond, si vous êtes dans 50%, là, vous êtes très normaux parce que la plupart d'entre nous, on n'est ni fiscaliste ni avocat. C'est quand même très complexe comme domaine puis à comprendre. L'autre chose aussi, c'est que l'État lui-même contribue à complexifier la situation qui est déjà difficile à comprendre. Dans le sens où on nous envoie deux messages incohérents. L'État est là qui dirige, pensons par exemple le système d'impôt. À partir du moment où on est un couple, on cohabite ensemble, surtout si on a des enfants, on va quasiment être obligé de gérer nos impôts avec le système de revenu familial, puis c'est ça qui va calculer les prestations familiales. Tandis que le Code civil, lui, ceux qui font la loi, bien, eux ne reconnaîtront jamais les couples qui sont en union de fait. Si tu n'es pas marié, tu vas rester célibataire toute ta vie sur le petit formulaire. Donc, c'est deux messages vraiment incohérents qui font en sorte que les gens sont peu ou mal informés à ce sujet. En gros, qu'est-ce que c'est être marié ou ne pas être marié? J'ai fait une petite liste ici. Dans le fond, quand on est marié, ce que ça implique, on a des responsabilités, des obligations et des droits en fonction de notre statut. Donc, si on est marié, on a droit à la séparation des biens accumulés durant l'union ensemble. Il y a la répartition des économies, des REER, des fonds de pension. Il peut y avoir une pension alimentaire pour l'ex-conjoint, conjointe qui sert à compenser les différentes façons de contribuer au projet familial. Il y a le droit à la succession et il y a la pension alimentaire pour enfants. Tout ça a été instauré avec un peu le principe de patrimoine familial dans les années 70, qui fait en sorte qu'on reconnaît les différentes formes de contribution dans un projet familial qui a été décidé ensemble. Quand on est conjoint de fait, bien, il n'y a rien de tout ça qui est acquis. Il y a seulement la pension alimentaire pour enfants et c'est vraiment dans le but de protéger les enfants. Les adultes n'ont aucune protection. Donc, considérant à quel point c'est complexe tout ça, la question de fiscalité, la question légale, à quel point c'est complexifié par un message qui est incohérent qu'on nous envoie. Considérant aussi que si on maintient ces inégalités-là, bien, ça crée inévitablement un rapport de force et de pouvoir au sein même du couple. Des fois, le couple va très bien, des fois, il va un peu moins bien, puis là, il y en a un qui n'ose pas partir parce qu'il se dit « là, je vais tout perdre si je pars ». Il y en a qui se séparent, puis que là, l'autre, un, est désavantagé financièrement. Donc, considérant tout ça, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un choix libre et éclairé au Québec? La question s'est posée, puis il y a plusieurs chercheurs qui ont complètement contredit cette notion-là.
Donc, l'égalité, l'autonomie, c'est des concepts à concrétiser. C'est ce qu'on veut retenir de tout ça au Québec, parce que la loi, le Québec, en fond, est un État égalitaire, dans le sens où on a tous les mêmes droits et les mêmes outils pour y parvenir. Mais il faut les utiliser, ces outils-là. Si on ne le fait pas, bien, ça arrive à la deuxième élément qui dit que si on ne prend pas de mesures légales, ça veut dire qu'en quelque part, le couple accepte qu'il y a un des deux partenaires qui ne sera pas dédommagé pour sa contribution dans le projet familial. Puis, bien, numéro 1, on le sait, malgré l'évolution dans nos sociétés, il y a toujours au moins une personne dans le couple qui s'engage davantage dans l'aspect domestique, dans l'aspect familial. Ne serait-ce qu'en partant, c'est la femme qui porte, qui accouche de l'enfant. C'est la femme qui a un congé de maternité, qui reçoit un pourcentage de son salaire. S'il n'y a pas de compensation pour ça, bien, ça crée des iniquités. Donc, tout ça, c'est les bases de ma recherche à moi, dont j'aurai clairement pas le temps de vous parler. Je reviendrai peut-être une autre fois, mais qui va porter, parce que dans le fond, tout ça qui sert d'assise à mon projet, bien, c'est ce qui met la table au fait que ça a de grandes conséquences, non seulement sur les adultes, dans les couples, au sein des couples, mais aussi sur des conséquences sur les enfants. Parce que quand il y a des décalages, quand il y a des disputes, des conflits, que ça va des fois jusqu'en cours, bien, c'est les enfants qui sont les grands perdants. Je veux que vous reteniez une chose ce soir. Quelque chose qu'on fait ensemble et qu'on veut officialiser, on appelle ça un contrat. J'ai entendu en arrière, contrat. Un contrat de quoi? C'est pas super clair, mais pensons à la femme qui donne la vie. Un contrat de vie ensemble, commune. Retenez ce terme-là, contrat de vie commune. C'est super important. Vous ne savez pas c'est quoi? Il n'y a pas de problème, mais informez-vous et parlez-en. Ça a beau être tabou, faisons-en un sujet qui n'est plus tabou. Donc, on en parle entre familles, entre amis, entre amoureux, entre amoureuses. C'est la façon d'incarner les valeurs de respect dans notre société. Et des petites références si jamais vous voulez faire un contrat de vie commune. Puis sachez qu'un contrat de vie commune, ça se modifie en tout temps. Merci. Bon, merci Marie pour ton vision globale, briser la glace juste pour moi. Oui. Deux intervenants. De 2 heures. Désigné pour question. Si jamais vous pensez avoir une forte voix, vous pouvez y aller à main levée, mais sinon, de toute façon, on est répété à l'avant. Donc, les parmi. C'est pas une question, mais merci vraiment de faire cette présentation-là. Je pense que le contrat de vie commune, c'est quelque chose qui est vraiment important de faire connaître parce que c'est important de pouvoir dire comme hey, on se sépare, mais on n'est pas fâchés d'un contre l'autre, puis on a déjà quoi d'écrit, puis on va nécessairement partir avec 50% des affaires. Puis, merci du fond du cœur. Bien, merci beaucoup, puis bravo de l'avoir fait. Moi, j'ai une question. Mettons que j'écris quelque chose avec mon chum, puis que je prévois plein d'affaires dessus, puis qu'on se sépare. Est-ce que ça a une valeur légale au moment de notre séparation? Oui, tout à fait. Je ne suis pas sûre que le micro est... Oui, ça va, OK. Donc, oui, dans le fond, tout contrat qui est signé entre deux parties devant témoin va avoir une valeur légale. C'est sûr que devant un notaire, un avocat, ben c'est enregistré puis c'est encore plus officiel. Il n'y a aucune chance d'être réfuté. Par contre, il y a des modèles qui sont sur Internet. Allez faire une rapide recherche, puis il y a des modèles, tout comme il y a des modèles de testament. Ça peut être super intéressant. Les principales questions à discuter sont déjà toutes énumérées. Donc, il y a moyen de faire ça. Puis même un bout de papier à la rigueur, tant qu'il est signé devant témoin, ça va avoir une certaine valeur. Puis, il vaut toujours mieux faire ça, au moins, pour officialiser justement les ententes qu'on a qui vraiment assurent une équité dans notre relation. Il vaut mieux faire ça que rien, dans le fond. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est cher aller faire un contrat chez le notaire ou l'avocat. C'est vrai que c'est des frais, c'est dispendieux,
Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Au pire, on fait un document là, devant témoin, puis au moins, on s'assure justement que les gens qui restent en couple le font pour les bonnes raisons, dans le fond. Que si on reste ensemble, c'est pas parce qu'on a peur de perdre quelque chose, c'est parce qu'on se respecte, qu'on se sent égaux dans notre relation, puis qu'on reste parce qu'on s'aime. C'est bon? Ben, merci beaucoup. Bonne soirée.